Je m'appelle Heidi Green. J'ai 32 ans, et l'uniforme de capitaine que je porte aujourd'hui n'est pas pour une parade. Il est pour un combat, dans un endroit où je ne m'attendais pas à être, le tribunal des affaires familiales. Mon père, l'homme riche assis de l'autre côté de l'allée, dans un costume italien brillant, vient de se tourner vers sa jeune maîtresse. Il a affiché un sourire narquois, en voyant ma mère, recroquevillée et seule, sans avocat. Il pense que son argent l'a finalement écrasé. Mais, ce sourire a disparu, au moment exact où le talon de ma botte militaire a frappé le parquet, avec un claquement sec, semblable à de l'acier. Je me suis mise au garde à vous, j'ai regardé le juge droit dans les yeux, et j'ai déclaré clairement, « Votre honneur, moi, la capitaine Heidi Green, je vais la représenter. » Mon père m'appelle le petit soldat de plomb inutile, car je ne sais pas gagner de l'argent comme lui. Mais, il a oublié une chose. L'armée m'a appris à traquer les ennemis, et le dossier que je serre dans ma main, en ce moment même, contient des secrets qu'il croyait enterrés pour toujours. S'il vous plaît, commentez, justice, et abonnez-vous à la chaîne, si vous pensez qu'aucune mère travailleuse ne mérite d'être trahie. Voici comment j'ai donné à mon père une leçon sur l'honneur. Le parking du tribunal de comté dans l'Ohio était gris et glacial ce matin-là, correspondant parfaitement à la couleur de l'humeur de ma mère. Elle était assise, recroquevillée dans sa Ford Taurus de 2010, le moteur tournant au ralenti avec difficulté. Ses mains fines étaient jointes si fermement, que ses jointures étaient devenues complètement blanches. Maman portait un manteau en laine marron, qui s'effilochait aux épaules. Un manteau que je me souviens l'avoir vu acheter en liquidation chez Walmart, il y a 5 ans. Elle regardait par la fenêtre embuée, observant une élégante Porsche Cayenne noire, se garer sur la place réservée, de l'autre côté du parking. Mon père en est sorti, ressemblant à 1 million d'euros. Heidi, la voix de maman tremblait, à peine un murmure. Il a toute une équipe d'avocats. Il m'a dit qu'il me réduirait en poussière, si j'osais demander un partage des biens. Peut-être devrions-nous simplement rentrer à la maison, ma chérie. Je n'ai pas besoin de l'argent. Je veux juste la paix. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je me suis penché, et j'ai pris sa main glacée dans la mienne. Sa peau était rugueuse contre ma paume, couverte de callosité. Les reçus physiques de 30 ans de dur labeur, qu'elle avait passé à construire la carrière de mon père. Ma poitrine s'est serrée, avec un mélange de chagrin et de rage. Mais, je savais que je n'avais pas le droit d'être faible en ce moment. Nous n'allons nulle part, maman, ai-je dit doucement, mais fermement. Nous sommes entrés dans le hall du palais de justice. L'odeur m'a frappé instantanément. Ce mélange spécifique de cire pour parquet en chêne ancien, et de café rassis, qui remplit chaque bâtiment gouvernemental du Midwest. De l'autre côté du couloir, mon père, Robert, Bob, Green, se tenait là, riant bruyamment. Il portait un costume Armani sur mesure, qui coûtait probablement plus cher que la voiture de ma mère. À côté de lui se trouvait Tiffany. Elle n'a que 26 ans, à peine quelques années de plus que moi. Elle était collée à son iPhone, faisant défiler Instagram, et mâchant du chewing-gum la bouche ouverte, l'air ennuyé. Elle représentait tout ce que ma mère n'était pas voyante, chère, et creuse. Quand Bob nous a vus approcher, le rire est mort dans sa gorge. Le sourire a été remplacé par ce ricanement familier et arrogant. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé directement maman, avec les yeux d'un prédateur repérant un animal blessé. Il a élevé la voix intentionnellement, s'assurant que son entourage, et tout le monde dans le hall, puissent l'entendre. Eh bien, regardez ça. Qui Martha a-t-elle amené? Son petit soldat de plomb a-t-il l'intention d'utiliser un pistolet en plastique, pour effrayer le juge? Son avocat et Tiffany ont éclaté de rire. Le son a résonné sur les hauts plafonds, comme des couteaux aiguisés, conçus pour poignarder directement l'estime de soi de ma mère. Maman s'est enfoncée dans son manteau, essayant de disparaître. J'ai gardé mon visage figé, un masque de pierre. C'est une compétence que je n'ai pas apprise à l'école de droit. Je l'ai apprise grâce à des milliers d'heures de formation en interrogatoire. On ne laisse jamais l'ennemi nous voir saigner. J'ai guidé maman vers la table de la défense, et je l'ai aidé à s'asseoir. Mon père est passé devant nous, pour rejoindre le côté du plaignant. L'odeur de son eau de Cologne hors de prix était si écrasante, qu'elle en devenait nauséabonde. Il s'est arrêté juste derrière ma chaise, et s'est penché, les lèvres près de mon oreille. Il a murmuré, la voix dégoulinante de condescendance, « Heidi, réveille-toi. C'est le monde réel, pas ta petite caserne militaire. »
Ici, l'argent parle. L'honneur, c'est juste des conneries pour les perdants. Tu ferais mieux de dire à ta mère de signer la renonciation. Et de disparaître. Si elle est sage, je pourrais lui jeter quelques billets, pour survivre à l'hiver. Il s'est reculé avec un sourire suffisant, et s'est assis. À côté de moi, la tête de maman était baissée. Des larmes ont commencé à tomber silencieusement, sur son sac à main usé. La colère est montée dans ma gorge, brûlante comme de l'acide. Il ne faisait pas que la trahir. Il essayait activement de lui arracher la dernière once de sa dignité. Il la voulait briser. « Levez-vous, s'il vous plaît », la voix de l'huissier a résonné dans la pièce. Le juge Harrison est entré. C'était un homme d'un certain âge, sévère, avec des cheveux argentés, et une attitude qui ne tolérait aucune absurdité. Il s'est installé au perchoir, a ajusté ses lunettes, et a ouvert le dossier de l'affaire. Il a froncé les sourcils, en regardant les documents. « Défendresse Martha Green », a dit le juge, regardant par-dessus ses lunettes. « Je ne vois aucune trace de représentation légale dans votre dossier. Avez-vous l'intention de vous représenter vous-même aujourd'hui ?» Depuis l'autre table, j'ai entendu un petit rire étouffé. Mon père et Tiffany se penchaient en avant, impatients de regarder le spectacle. Ils attendaient le moment où ma mère balbutierait, s'effondrerait, et se rendrait. Mais ce moment n'est jamais venu. Je me suis levé. Je ne me suis pas seulement levé. Je me suis mis au garde à vous. Mes chaussures de cérémonie réglementaire ont frappé des talons, créant un claquement sec et singulier, qui a coupé court au murmure de la salle d'audience. Le son était distinct, discipliné, et dangereux. J'ai ajusté la barrette de ruban et de médailles, sur le côté gauche de ma poitrine. Je me tenais avec une posture forgée dans les camps d'entraînement, et affinée dans les zones de guerre. J'ai regardé droit dans les yeux du juge Harrison, projetant ma voix avec l'autorité d'un officier commandant. « Votre honneur », a résonné ma voix, claire et assurée. Moi, la capitaine Heidi Green, du corps du juge avocat général de l'armée des États-Unis, je vais la représenter. Le silence qui a suivi était absolu. On aurait pu entendre une mouche voler. J'ai jeté un coup d'œil à ma gauche. Le sourire sur le visage de mon père avait complètement disparu. Pour la première fois de la matinée, le prédateur semblait incertain. Il pensait se battre contre une vieille femme impuissante. Il n'avait aucune idée qu'il venait de déclarer la guerre à l'armée des États-Unis. Pendant que le juge Harrison examinait discrètement les documents de procuration, que je venais de poser sur son bureau, la salle d'audience a plongé dans un lourd silence suspendu. Je n'ai pas regardé le juge. Je n'ai pas regardé mon père. Mes yeux étaient fixés sur la table devant nous, plus précisément, sur les mains de ma mère. Elles reposaient sur la surface en chêne poli, tremblant de manière incontrôlable. Ses mains étaient rugueuses, la peau fine comme du papier et tachetée par l'âge, les jointures enflées par l'arthrite. C'étaient les mains d'une femme qui s'était épuisée à la tâche. En les regardant, l'odeur de cire et de vieux bois de la salle d'audience a semblé s'estomper. Soudainement, j'ai été transporté dans le passé. J'étais de retour dans notre cuisine exiguë et humide, au milieu des années 90. L'air y était lourd, sentant l'oignon et la vieille graisse de friteuse. C'était l'odeur de mon enfance. À l'époque, mon père venait de lancer Green Construction. Il n'était rien de plus qu'un gars, avec une camionnette et un rêve, croulant sous les dettes. Pour payer les factures, maman faisait des doubles services, au déniès dîner du coin. Elle restait debout 12 heures par jour, servant des pancakes et remplissant le café des routiers, pour finalement rentrer à la maison, avec des chevilles enflées de la taille de balles de softball. Je me souviens très bien des dîners de cette époque. C'était presque toujours la même chose, des macaronis au fromage Kraft, ceux de la boîte bleue bon marché, qui coûtaient 99 cents. Maman se tenait près de la cuisinière, toujours dans son uniforme de serveuse en polyester taché, grattant le fond de la casserole. Elle servait toujours mon père en premier, une énorme montagne de pâtes. Puis, elle me servait. Quand elle s'asseyait enfin, son assiette ne contenait rien d'autre que les restes brûlés et croquants, qui avaient collé à la poêle en métal. « Je n'ai plus faim, ma chérie », disait-elle avec un sourire fatigué et doux, quand elle me surprenait à fixer sa maigre portion. « J'ai mangé un gros déjeuner au restaurant. Ton père a besoin d'énergie. Il construit quelque chose de grand pour nous. » Elle mentait. Je le savais, même à l'époque. Elle n'était pas rassasiée. Elle mourait de faim. Elle nourrissait son ambition,
avec sa propre subsistance. Elle déversait sa force vitale en lui, croyant qu'il formait une équipe, et que son succès serait un jour, aussi le sien. Mais, au fil des années, le succès est arrivé, et tout a changé. Green Construction a commencé à décrocher des contrats de sous-traitance lucratifs. La camionnette rouillée a été échangée contre un modèle d'exposition tout neuf. Les factures ont disparu, remplacées par un excédent d'argent liquide. Cependant, au lieu d'un soulagement, une nouvelle forme de tension est entrée dans notre maison. Papa a commencé à voyager davantage. Des voyages d'affaires, disait-il. Il partait pendant des jours, puis des semaines. Quand il était à la maison, il était critique. Il a cessé de regarder maman avec gratitude, pour commencer à la regarder avec dégoût. Je me souviens parfaitement d'un soir, où papa s'habillait pour un dîner de la chambre de commerce. Il était élégant, dans un costume neuf. Maman est sortie de la chambre, portant sa plus belle robe, un imprimé floral qu'elle avait acheté en solde, dans un grand magasin. Je la trouvais magnifique. Papa a juste soupiré, un son de pure fatigue et d'agacement. Martha, regarde-toi, a-t-il grommelé, ajustant sa cravate dans le miroir, sans croiser son regard. Tu as l'air fatiguée. Regarde les autres épouses. Les femmes de mes associés. Elles sentent le parfum de luxe. Elles ont l'air distinguées. Toi, tu as toujours cette odeur de graisse et de liquide vaisselle. Honnêtement, c'est gênant. Tu me fais honte. Il ne l'a pas frappé. Il n'en avait pas besoin. Des mots comme cela laissent des bleus qui ne guérissent jamais. J'ai regardé maman se recroqueviller sur elle-même. Ce soir-là, elle n'a pas discuté. Elle est juste allée dans la salle de bain, et a verrouillé la porte. Je me suis assise dehors, dans le couloir, et j'ai écouté l'eau couler. Elle est restée sous la douche pendant 1 heure. Elle a frotté sa peau à vif, la rendant rouge et irritée, essayant désespérément d'effacer cette odeur de labeur, pour laquelle son mari était autrefois si reconnaissant. Elle ne comprenait pas qu'il ne détestait pas l'odeur de la graisse. Il détestait le rappel de ses propres origines. Elle était un artefact vivant de sa pauvreté, et il voulait l'effacer. La trahison ultime, cependant, ne s'est pas produite dans la cuisine ou la salle de bain. Elle a eu lieu la veille de Noël. J'avais 18 ans, et je sortais tout juste du camp d'entraînement de l'armée. Je venais de rentrer en permission, épuisé, mais excité à l'idée de dormir dans mon propre lit, et de manger un vrai repas de famille. J'ai passé la porte d'entrée, m'attendant à l'odeur de dinde rôtie, et au son des chants de Noël. Au lieu de cela, j'ai été accueilli par le son de ma mère, sanglotant dans la chambre principale. J'ai couru à l'étage, le cœur battant. Maman était assise au bord du lit, tenant une pile de papier. Papa préparait une valise. Il avait l'air calme, presque ennuyé, comme s'il cochait une liste de courses. Nous ne sommes tout simplement plus compatibles, Martha, a-t-il dit, en fermant son sac en cuir. J'ai dépassé cette vie. J'ai besoin de quelqu'un, qui peut se tenir à mes côtés lors des galas. Quelqu'un qui correspond à l'image de l'entreprise que j'ai bâtie. Il ne s'est pas contenté de partir. Il lui a remis un accord de divorce, qu'il avait rédigé lui-même, contournant les avocats pour économiser de l'argent. Signe ça, lui a-t-il dit, sa voix descendant vers ce ton manipulateur et rassurant, dans lequel il excellait. C'est un accord équitable. Je t'enverrai un chèque mensuel. Je prendrai soin de toi, Martha. Tu sais que je le ferai. N'implique pas les tribunaux. Ils ne feront que prendre tout l'argent pour les frais. Et ma mère, la femme qui avait passé 32 ans à faire aveuglément confiance à cet homme, la femme qui mangeait les restes brûlés pour qu'il puisse être rassasié, elle l'a signé. Elle l'a cru. Retour à aujourd'hui. J'ai cligné des yeux, me ramenant à la froide réalité de la salle d'audience. L'odeur de graisse de friture avait disparu, remplacée par le parfum stérile de la loi. J'ai regardé de l'autre côté de l'allée. Tiffany chuchotait quelque chose à l'oreille de mon père. Elle a gloussé, et a porté la main à sa bouche pour la couvrir. Sur son doigt trônait une bague en diamant, de la taille d'un raisin. J'ai fait le calcul dans ma tête, instantanément. Cette bague coûtait au moins 50 000 €. C'était plus que la valeur de l'appartement entier, que ma mère louait actuellement. Cette bague avait été achetée, avec l'argent que ma mère avait économisé en découpant des coupons. Elle avait été payée par les doubles services chez Denies. Elle avait été polie par la sueur d'une femme,
qui était maintenant jeté comme un vieux meuble. C'est un phénomène que les sociologues appellent le syndrome de la femme de départ. La femme soutient l'homme pendant les épreuves, le construit, et gère le foyer, pour qu'il puisse se concentrer sur sa carrière. Puis, une fois qu'il atteint le sommet de la montagne qu'elle l'a aidé à gravir, il la pousse du bord, et hisse une femme plus jeune et plus fraîche, pour profiter de la vue. Papa nous a de nouveau regardés. Il a vu que je fixais la bague de Tiffany. Il a souri avec arrogance, et a passé son bras autour de sa taille, un geste protecteur et possessif, qu'il n'avait pas utilisé avec maman depuis 20 ans. Si vous écoutez ceci, et que vous pensez que le sacrifice d'une femme devrait être honoré, et non jeté à la poubelle, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton j'aime tout de suite. Laissez un commentaire disant « Équipe maman ». Si vous êtes aux côtés de Martha, montrons au monde que la loyauté compte toujours. Mon père a murmuré quelque chose à Tiffany, et ils ont tous deux regardé maman avec pitié. Pas avec empathie, avec pitié. Ils pensaient qu'elle était pathétique, mais ils avaient tort. J'ai baissé les yeux vers les mains de ma mère. Elle tremblait toujours, oui, mais c'étaient les mains qui m'avaient tenu quand je pleurais. C'étaient les mains qui avaient frotté les sols, et porté de lourds plateaux. C'étaient des mains fortes. Mon père avait utilisé l'argent de notre famille, pour engager un requin du barreau, afin de combattre la femme qu'il avait façonnée. Il pensait que c'était un jeu. Il pensait pouvoir acheter sa sortie de son propre passé. Il avait oublié que la petite fille, qui regardait sa mère s'affamer pour qu'il puisse manger, avait grandi. Je n'étais pas seulement là pour la défendre. J'étais là pour équilibrer la balance. Je ne demandais pas la charité. J'étais là pour recouvrer une dette, qui avait 32 ans de retard. La suspension de l'audience a été annoncée, et les lourdes portes en chaîne se sont ouvertes. J'ai regardé mon père se pavaner dans le couloir, flanqué de son équipe d'avocats, comme un général menant une parade. Il ne m'a pas jeté un regard. Pour lui, j'étais invisible. Ou pire, j'étais une source d'embarras. Mon père, Robert, Bob, Green, avait toujours voulu un fils. Il avait besoin d'un Robert Junior pour hériter du casque de chantier, des bottes à bout d'acier, et, à terme, de l'Empire Green Construction. Il voulait un clone. À la place, il m'a eu. Quand je suis né fille, sa déception a été silencieuse, mais palpable. Mais, quand j'ai grandi, et décidé que je ne voulais pas étudier l'administration des affaires, quand je lui ai dit que je voulais étudier le droit et rejoindre l'armée, cette déception s'est transformée en mépris ouvert. Je me souviens du jour où j'ai reçu ma lettre d'acceptation à la faculté de droit. J'avais 22 ans, rayonnante de fierté, tenant l'enveloppe dans la cuisine. Il n'a même pas posé son journal. Je ne paierai pas un seul centime pour ça, avait-il déclaré, sa voix plate et définitive. Les avocats sont des parasites, Heidi, et l'armée, c'est pour les gens qui ne sont pas assez intelligents pour réussir dans le vrai monde des affaires. Tu veux être un petit soldat de plomb? Très bien. Va jouer à te déguiser. Mais tu te débrouilles seul. Ne reviens pas ramper vers moi. Quand tu réaliseras que tu ne peux pas payer le loyer. Alors, je ne l'ai pas fait. J'ai rejoint le programme ROTC, corps de formation des officiers de réserve, pour payer mes études. Pendant que les enfants de ces riches partenaires commerciaux, les intelligents, conduisaient des BMW achetés avec l'argent de papa, et faisaient la fête dans les fraternités, moi, j'étais debout à 4 heures du matin. Je rampais dans des fosses de boue glaciale, sous une pluie battante. Je mangeais des rations de combat, qui avaient le goût du carton, pendant qu'ils dînaient de sushis. J'ai poussé mon corps, jusqu'à ce que mes muscles hurlent. J'ai étudié, jusqu'à ce que ma vue se brouille. Je ne lui ai jamais demandé un centime. Ni pour les livres, ni pour le loyer, ni pour la nourriture. Je pensais que peut-être, juste peut-être, si je réussissais selon mes propres termes, il me respecterait. J'avais tort. À chaque fois que je rentrais à la maison en uniforme, attendant un signe d'approbation, je ne voyais qu'un ricanement. Il regardait l'écusson du drapeau sur mon épaule, et voyait un travailleur au salaire minimum. Il regardait mes bottes de combat, et voyait un échec. J'ai marché dans le couloir du palais de justice, secouant ce souvenir. La climatisation bourdonnait bruyamment, se mêlant aux murmures sourds des avocats, négociant des accords dans les coins. Je me suis dirigé vers le distributeur automatique, dans l'alcôve. J'ai sorti quelques pièces, et appuyé sur le bouton pour un café noir. La machine a vrombi, et a recraché un gobelet en papier,
remplie d'un liquide sombre et amer. J'ai pris une gorgée. Ça avait le goût de brûlé et d'eau, mais la caféine a frappé mon système avec une efficacité familière. Cela m'a rappelé le café de l'école JAG à Charlottesville, en Virginie. Cet endroit ne m'avait pas seulement enseigné le code de justice militaire. Il m'avait enseigné la survie. Mon père pense que la loi est une série de failles, conçues pour protéger ses marges bénéficiaires. Il pense qu'un contrat n'est qu'une suggestion. Mais, au centre légal du JAG, j'ai appris que la loi est la seule chose qui se dresse entre la civilisation et le chaos. J'ai appris à garder la tête froide, quand le monde explosait littéralement autour de moi. J'ai passé une mission en Afghanistan, à rédiger des dossiers juridiques, pendant que les sirènes de mortier hurlaient au loin. J'ai appris qu'en temps de guerre, comme en droit, un seul détail négligé, une signature manquante, un mauvais horodatage, une clause oubliée, peut coûter des vies, ou en sauver. Mon père me traite de rigide. Il me traite de robot. Il ne comprend pas que ma discipline n'est pas un défaut. C'est une armure. Et à cet instant précis, il était sur le point de tester cette armure. Tu apprécies cette lavasse? Je me suis retourné. Bob Green se tenait là, appuyé contre le mur, avec une arrogance désinvolte. Dans sa main, il tenait un grand latte Starbucks. La crème fouettée était encore parfaitement tourbillonnante sur le dessus. L'odeur de vanille hors de prix et d'espresso torréfié émanait de lui, jurant avec l'air vicié du couloir. Il a pris une longue gorgée, m'observant par-dessus le bord du gobelet. Tu sais, a-t-il commencé, ce faux sourire amical plaqué sur son visage. J'ai entendu dire combien gagne un capitaine de nos jours. C'est embarrassant, Heidi. Vraiment. C'est à peine suffisant pour s'acheter un costume décent, sans parler d'une vie. Regarde-toi. Pas de maquillage, les cheveux tirés en un chignon serré. Tu as l'air si sévère. Je n'ai pas scié. J'ai juste tenu mon gobelet en papier, laissant la chaleur pénétrer mes doigts froids. Je mérite chaque euro que je gagne, Bob. Peux-tu en dire autant? Il a ri, un aboiement court et dédaigneux. Toujours aussi moralisatrice. Écoute, je me sens généreux aujourd'hui. Je sais que tu vas perdre là-dedans. Tu es dépassé par les événements. Ce n'est pas une cour martiale. C'est le monde réel. Alors, voici une offre. Il a fait un pas de plus, envahissant mon espace personnel. Il a baissé la voix, essayant de paraître bienveillant. Quand tout ça sera fini, et que ta mère sera hors jeu. Viens travailler pour moi. J'ai besoin d'une nouvelle secrétaire de direction. Tu es organisé. Je te l'accorde. Le salaire est le double de ce que l'oncle Sam te donne. Tu pourrais enfin te permettre d'acheter du rouge à lèvres. Peut-être faire un relooking. Commencer à ressembler à une femme. Au lieu de ce truc. Il a fait un geste vague vers mon uniforme. Son visage s'est tordu de dégoût. L'insulte a atterri avec précision. Il n'attaquait pas seulement ma carrière. Il attaquait mon identité. Il me disait que ma valeur résidait uniquement dans mon apparence, et ma soumission aux hommes comme lui. Il pensait pouvoir acheter ma dignité, avec une augmentation de salaire, et un tube de rouge à lèvres. Il pensait qu'au fond, je n'étais qu'une fille fauchée, désespérément en quête de sa validation. Il s'attendait à ce que je me mette en colère. Il s'attendait à ce que je crie, à ce que je fasse une scène dans le couloir, pour que son avocat puisse l'utiliser contre moi. Elle est instable, votre honneur. Elle a des problèmes de gestion de la colère. Mais il avait oublié d'où je venais. L'armée vous brise, pour vous reconstruire avec de l'acier. J'ai pris une gorgée lente et délibérée, de mon café amer de distributeur. J'ai laissé le silence s'étirer pendant 5 secondes. Une pause tactique, conçue pour le mettre mal à l'aise. Je l'ai scruté de la tête aux pieds, l'analysant, non pas comme un père, mais comme une cible hostile. J'ai vu la sueur perler sur son front, malgré la climatisation. J'ai vu le tressaillement de son œil gauche. Merci pour l'offre, monsieur Green, ai-je dit. Ma voix était basse, calme, et terriblement polie. J'ai utilisé son nom de famille. Je l'ai vu tressaillir. Mais l'armée des États-Unis me paie suffisamment, pour comprendre un concept très simple. L'honneur n'est pas quelque chose que l'on peut acheter, avec une carte de crédit platine. Tu crois que c'est une question d'argent? Tu penses que tu peux m'acheter,
tout comme tu as acheté ta voiture, tes costumes et ta maîtresse. J'ai fait un pas en avant. Instinctivement, il a fait un pas en arrière, son dos heurtant le mur. Tu devrais moins t'inquiéter de mon rouge à lèvres, et plus de ton fauteuil de PDG, ai-je murmuré, mes yeux verrouillés sur les siens. Parce que tu as fait une erreur, Bob. Tu m'as jugé selon tes propres critères. Tu as pensé que j'étais faible, parce que je ne vénère pas l'argent. Mais quand j'en aurai fini avec toi dans cette salle d'audience, tu regretteras de ne jamais avoir réveillé ce soldat de plomb. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai fini mon café d'un trait, et j'ai écrasé le gobelet en papier dans ma main. Je me suis dirigé vers la poubelle à côté de lui. J'ai laissé tomber le gobelet écrasé à l'intérieur, avec un bruit sourd et définitif. C'était un petit geste, mais on aurait dit le coup de marteau d'un juge. On se voit à l'intérieur, ai-je dit, sans me retourner. J'ai tourné les talons, et je me suis éloigné au pas de marche, le bruit de mes bottes résonnant dans le long couloir. Je l'ai laissé planter là, tenant son latteur de prix, l'air confus, et, pour la première fois, véritablement déstabilisé. Il pensait que la guerre était finie, parce qu'il avait le plus gros compte en banque. Il ne réalisait pas que la vraie bataille venait tout juste de commencer. Et, contrairement à lui, je n'étais pas venu ici pour négocier un accord. J'étais venu pour exécuter une mission. Cette nuit-là, la guerre ne s'est pas déroulée dans une tranchée, ou une salle d'audience. Elle a eu lieu dans le coin repas exigu, de l'appartement loué de ma mère. Pendant que maman dormait d'un sommeil agité dans l'autre pièce, j'ai transformé sa petite table à manger bancale, en poste de commandement. J'ai poussé les napperons en dentelle, et le bol de faux fruits. À la place, j'ai étalé mon ordinateur portable, une pile de surligneurs, et 3 boîtes en carton pleines de déchets, que maman avait réussi à sauver de la maison, avant d'être jetée à la rue. Mon père s'était moqué de ces boîtes. Il avait dit à ses avocats, que ce n'était que de vieux reçus, des garanties expirées, et du courrier indésirable. Il pensait que c'était des ordures. Mais dans la communauté du renseignement, nous avons un dicton, les déchets d'un homme font la condamnation d'un autre. J'ai scotché une grande feuille de papier craft sur le mur. Dessus, j'ai dessiné une chronologie du mariage, marquée au charpie noir. Je n'étais plus seulement une fille ou une avocate. J'avais changé de mode. J'étais un officier de renseignement, menant un audit médico-légal. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur, et du grattement de mon stylo. Je ne lisais pas les documents comme une civile. Je ne cherchais pas l'histoire. Je scannais à la recherche d'anomalies. Je cherchais la rupture dans le schéma. Heure après heure, j'ai passé au crible les débris de 30 années. Factures d'eau et d'électricité, relevés de cartes de crédit de 1998. Tickets de caisse d'épicerie. C'était un travail fastidieux, abrutissant. C'était le genre de travail qui pousse les avocats civils à abandonner, et à conclure un accord. Mais j'avais passé des gardes de 12 heures, à scruter des images satellites, à la recherche de terres remuées, sur le bord d'une route à Kandahar. J'avais de la patience. Vers 3 heures du matin, j'avais l'impression d'avoir du sable dans les yeux. La caféine de la veille s'était dissipée, remplacée par un mal de tête sourd, mais mon cerveau vibrait de vigilance. J'ai attrapé un vieux numéro du magazine Field & Stream, au fond de la deuxième boîte. Il datait d'il y a 5 ans. Mon père ne chassait pas, et il ne pêchait pas. Pourquoi avait-il ça? J'ai secoué le magazine. Un seul petit bout de papier a voleté, et a atterri sur le sol en lino. C'était la copie carbone d'un bordereau d'expédition FedEx. Le papier était jauni et décoloré, l'encre à peine lisible. J'ai plissé les yeux sous la faible lumière de la cuisine. Expéditeur, Robert Greene. Destinataire, Blue Ocean Holdings, l'Inde. Lieu, Georgetown, île Caïman. Mon cœur a raté un battement. Une entreprise de construction dans la campagne de l'Ohio n'avait absolument aucune raison d'envoyer des documents urgents vers un paradis fiscal dans les Caraïbes. J'ai couru vers la chronologie sur le mur. J'ai vérifié la date sur le reçu FedEx, avec le calendrier des voyages d'affaires de mon père, 14 mai. Sur le calendrier, c'était marqué comme « Conférence des constructeurs de la région sud-est, Miami ». J'ai vérifié l'année suivante. Un autre voyage à Miami. Un autre reçu FedEx trouvé dans une pile de vieux relevés bancaires, cette fois pour une boîte postale au Caïman. Le schéma a émergé du chaos,
comme une fusée éclairante dans le ciel nocturne. Miami n'était pas la destination. Miami était la passerelle. Il s'envolait pour la Floride prétendument pour le travail, mais il l'utilisait comme point de départ, pour transférer des actifs à l'étranger. Il sortait de l'argent du pays, sous le nez même de maman. Je n'ai pas dormi. Alors que le soleil commençait à se lever, peignant le ciel d'un violet meurtri, j'ai ouvert mon ordinateur portable. C'est là qu'être un agent fédéral me donnait un avantage que les avocats de pacotille de Bob n'avaient pas anticipé. Ils jouaient selon les règles de la cour civile locale. Je jouais selon les règles fédérales. J'ai rédigé une assignation fédérale. Je n'ai pas ciblé les comptes des Caïmans directement. Cela prendrait des mois de traités internationaux et de paperasserie. Au lieu de cela, j'ai ciblé la banque intermédiaire à Miami, qui figurait sur les codes de virement que j'avais trouvés au dos du reçu FedEx. Les avocats de mon père étaient paresseux. Ils étaient arrogants. Ils supposaient que ma mère n'était qu'une péquenaude, qui ne ferait pas la différence entre un plan d'épargne retraite 401K et un numéro de routage. Ils n'avaient pas effacé les métadonnées. Ils n'avaient pas détruit les preuves papier, parce qu'ils ne respectaient pas leur adversaire. J'ai joint mes identifiants à l'assignation numérique. Capitaine, corps du JAG. Ce n'était pas une requête. C'était une exigence, soutenue par tout le poids du gouvernement des États-Unis. Quand j'ai cliqué sur envoyer, j'ai ressenti une secousse physique d'électricité descendre le long de ma colonne vertébrale. Ce n'était pas seulement de la satisfaction. C'était le frisson froid et distinct, de verrouiller une cible dans un système d'armement. Ce n'était pas un tir de sommation. C'étaient les coordonnées d'une frappe aérienne de précision. J'ai attendu. 2 jours plus tard, le fichier crypté est arrivé dans ma boîte de réception. J'étais assise à la même table de cuisine, maman assise en face de moi, buvant une tisane. Elle avait l'air fragile, les yeux gonflés d'avoir pleuré. « As-tu trouvé quelque chose, Heidi ?» a-t-elle demandé doucement. « Peut-être devrions-nous simplement accepter l'offre de règlement. Il a dit qu'il me donnerait 20 000 €. N'accepte pas l'accord, maman, ai-je dit, les yeux rivés sur l'écran. Le PDF s'est ouvert. Alors que je faisais défiler l'historique des transactions, le sang a déserté mon visage. C'était pire que ce que je pensais. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était de la cruauté. D'abord, il y avait l'évasion fiscale. C'était prévisible. Des millions de euros siphonnés vers des sociétés écrans, enregistrées au nom de Tiffany Miller, sa maîtresse. Il dépouillait l'entreprise de ses actifs, pour que sur le papier, Green Construction ait l'air fauché. Ensuite, il y avait le 401K. Le fonds de retraite, auquel maman et papa avaient cotisé pendant 30 ans, l'argent destiné à leurs vieux jours, avait été vidé. Il avait falsifié sa signature sur un formulaire de retrait il y a 3 ans, invoquant des difficultés financières, et avait transféré l'argent dans une fiducie privée. Mais le dernier document, c'était celui qui m'a donné la nausée physiquement. J'ai trouvé un rapport de solvabilité. Pas celui de mon père, celui de ma mère. Aux États-Unis, votre score FICO est votre ligne de vie. Sans un bon score de crédit, vous ne pouvez pas louer d'appartement. Vous ne pouvez pas acheter de voiture. Vous ne pouvez pas obtenir de prêt. Vous êtes paralysé. Mon père avait utilisé le numéro de sécurité sociale de ma mère, à son insu, pour ouvrir 5 cartes de crédit distinctes, à taux d'intérêt élevé. Il les avait plafonnées pour des dettes de jeu, et des cadeaux de luxe pour Tiffany. Et ensuite, il a arrêté de payer. Il avait délibérément fait défaut sur des dettes à son nom. Le score de crédit de ma mère était dans les 4 cents. Il était détruit. Il n'avait pas seulement volé l'argent. Il avait salé la terre. Il avait orchestré une situation, où même si maman le quittait, elle serait un poison financier. Aucun propriétaire ne lui louerait rien. Aucune banque ne la toucherait. Il voulait s'assurer qu'elle n'ait d'autre choix, que de ramper vers lui, ou de vivre dans la rue. C'était de la violence domestique financière. C'était calculé, systématique et maléfique. J'ai levé les yeux de l'écran. Maman m'observait, la peur faisant trembler ses lèvres. « C'est grave » a-t-elle murmuré. J'ai fermé l'ordinateur portable lentement. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une rage si froide, qu'elle ressemblait à de la glace dans mes veines. J'ai regardé les jointures de ma main, blanche à force de serrer le bord de la table. « Ce n'est pas grave, maman »
ai-je dit, d'une voix étrangement calme. C'est criminel. Je me suis levé, et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, les gens vaquaient à leurs occupations, tondant les pelouses et promenant les chiens, complètement ignorants du monstre qui vivait dans la grande maison sur la colline. Bob Green voulait jouer sale. Il voulait utiliser du papier et de l'encre, pour détruire une vie. Très bien. Il veut la guerre, ai-je dit au reflet dans la vitre. Je vais lui donner l'annihilation totale. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de l'avocat représentant mon père. Ici le capitaine Green, ai-je dit quand la réceptionniste a répondu. Dites à votre client que nous acceptons son invitation à déjeuner demain, et dites-lui d'apporter son chéquier. Nous avons des chiffres à discuter. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. La phase d'enquête était terminée. La phase d'exécution était sur le point de commencer. L'invitation est arrivée par email, de l'avocat de mon père, à 9 heures précises le lendemain matin. Elle était intitulée « Conférence de règlement ». Mais le lieu n'était pas un cabinet d'avocats. C'était le Capitol Grill. Pour ceux qui ne le savent pas, le Capitol Grill est l'endroit où les puissants de la ville vont manger. C'est un lieu fait de boiseries en acajou, de nappes blanches, et de steaks vieillis à sec, qui coûte plus cher que le budget alimentaire hebdomadaire de ma mère. Je ne veux pas y aller, Heidi, a dit maman, les mains tremblantes, alors qu'elle serrait son sac à main. Je n'ai pas ma place là-bas. Regarde mes chaussures. Elles sont éraflées. Nous n'y allons pas pour manger, maman, lui ai-je dit, la voix toujours ferme. Nous y allons pour que tu puisses voir exactement qui il est devenu. Nous devons regarder le diable dans les yeux, une dernière fois. Quand nous sommes entrés dans le restaurant, l'air était lourd de l'odeur du cuir riche, du vin rouge hors de prix, et du bœuf saisi. C'était le parfum de l'argent. L'hôtesse a regardé le manteau de laine usé de ma mère, avec une lueur de jugement, avant de nous conduire vers une banquette privée au fond. Mon père et Tiffany étaient déjà installés. Ils avaient l'air de la royauté tenant cours. Une bouteille de Cabernet Sauvignon Silver Oak, prix de vente d'environ 200 €, était ouverte sur la table, déjà à moitié vide. Tiffany portait une robe décolletée, beaucoup trop révélatrice pour un déjeuner d'affaires, le cou dégoulinant de bijoux en or. Elle riait bruyamment à quelque chose que mon père avait dit, sa main reposant de manière possessive sur son avant-bras. Au moment où nous sommes arrivés à la table, les rires ont cessé. Mon père ne s'est pas levé. Il n'a pas offert de salutation. Il n'a même pas fait un geste pour nous inviter à nous asseoir. Il a juste hoché le menton vers les chaises vides en face de lui, comme s'il accordait à des mendiants la permission de reposer leurs jambes. « Asseyez-vous » a-t-il grogné. J'ai tiré une chaise pour maman. Elle s'est assise, gardant son manteau, l'air petite et terrifiée contre la somptueuse banquette en cuir. Mon père était en train de manger une côte de bœuf avec os. Il a pris son couteau à steak, et assied la viande. Elle était saignante. J'ai regardé le jus rouge s'accumuler sur l'assiette en porcelaine blanche, se mélangeant à la sauce sombre. « Arrêtons les conneries et allons droit au but » a dit Bob, enfournant un morceau de viande dans sa bouche. Il a mâché lentement, dévisageant maman avec un mépris ouvert. « Je n'ai pas le temps de jouer à des jeux au tribunal, avec ta fille qui se prend pour un petit soldat. J'ai une entreprise à faire tourner. Alors, voici l'offre finale. » Il a plongé la main dans la poche de poitrine de sa veste de costume, et a sorti un chèque personnel. Il ne l'a pas tendu à maman. Il l'a claqué sur la table, et l'a fait glisser sur la nappe avec son doigt, comme s'il donnait un pourboire à une serveuse. J'ai regardé le montant. 20 000 €. 20 000 €. C'était son prix pour 32 ans de mariage. C'était son estimation de la femme, qui avait donné naissance à son enfant, cuisiné ses repas, et soigné son ego, quand il n'était personne. « Prends cet argent » a-t-il dit, pointant le chèque avec son couteau. « Achète-toi de nouveaux vêtements, fais-toi refaire les dents. Fais une croisière ou je ne sais quoi, et ensuite, fous le camp de ma vie. Arrête d'écouter Heidi. Elle essaie juste de se faire un nom. Tu es vieille. Martha. N'essaie pas de te battre pour des choses que tu n'as pas gagnées. Tu devrais être reconnaissante que je te donne quoi que ce soit. » Mon sang s'est glacé. La Rolex submarinée à son poignet, coûtait plus cher que le chèque posé sur la table. Maman fixait le bout de papier. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. On aurait dit qu'elle venait d'être giflée. Puis,
Tiffany a décidé de prendre la parole. Elle a fait tourner son verre de vin, regardant le liquide pourpre, avec une expression d'ennui sur son visage lourdement maquillé. Honnêtement, Martha, a-t-elle traîné, sa voix aiguë et grinçante. Tu devrais vraiment l'accepter. Bob est beaucoup trop généreux. Je veux dire, regarde-toi. Tu es fatigué. Tu as dépassé ton âge d'or. Elle a pris une gorgée de vin, les yeux brillants de malice. Tu n'as pas contribué d'un centime à son succès, depuis des années. Tu as juste vécu à ses crochets comme un parasite. Une sangsue. De toute façon, pourquoi as-tu besoin de plus d'argent? À ton âge, est-ce que tu économises pour un cercueil? Parce que franchement, ce chèque est suffisant pour t'enterrer confortablement. La table est devenue silencieuse. Même le bruit ambiant du restaurant a semblé s'évanouir. Venait-elle vraiment de demander à ma mère si elle économisait pour un cercueil? Bob a gloussé. C'était un son bas et méchant. Il trouvait ça drôle. Il souriait à sa maîtresse, fier de sa cruauté. C'était le point de rupture. Maman a laissé échapper un sanglot, un son rauque et étouffé, de pure humiliation. Elle a couvert son visage de ses mains, les épaules tremblant violemment. Je n'ai pas réfléchi, j'ai réagi. Je me suis levé si vite, que ma lourde chaise en chêne a basculé en arrière, et s'est écrasée sur le sol dans un fracas assourdissant. Toutes les têtes du restaurant se sont tournées vers nous. J'ai attrapé le verre d'eau glacée, posé devant moi. Dans un mouvement fluide, j'ai jeté le contenu, directement au visage de Tiffany. L'eau a éclaboussé son brushing hors de prix, trempant sa robe. Les glaçons ont frappé sa poitrine. Son mascara a instantanément commencé à couler, transformant son visage en un désordre noir et barbouillé. Elle a poussé un cri perçant, bondissant sur ses pieds, et renversant la bouteille de vin à 200 €. Espèce de folle, a-t-elle hurlé. Ferme ta gueule, ai-je rugi. Ma voix n'était pas celle d'une avocate. C'était la voix d'un capitaine sur un terrain d'exercice. Elle commandait un silence absolu. Tiffany s'est figée, la bouche grande ouverte, l'eau dégoulinant de son menton. Je me suis penché au-dessus de la table. J'ai posé mes mains à plat sur la nappe blanche, juste à côté de l'assiette de steak ensanglanté, et j'ai baissé mon visage, jusqu'à être à quelques centimètres du nez de mon père. L'odeur de son eau de Cologne se mêlait à l'odeur de la peur. Oui, pour la première fois, j'ai vu une peur véritable dans ses yeux. J'ai baissé la voix pour murmurer, un murmure terrifiant et mortel, qui fait bien plus peur que des cris. 20 000 €, ai-je sifflé. Tu penses que ma mère ne vaut pas plus que ça? Tu penses pouvoir acheter 30 ans de loyauté, avec la petite monnaie dans ta poche? Bob a essayé de reculer, mais il était coincé sur la banquette. Bon, Heidi, calme-toi. Écoute-moi bien, Bob, les yeux coupés, mes yeux perçant son âme. Tu vas payer pour chaque larme qu'elle a versée aujourd'hui. Et tu ne vas pas payer avec de l'argent. Tu vas payer avec tout le reste. Ta réputation, ton entreprise, ta liberté. Je t'avais promis une guerre, mais tu viens de signer une lettre de suicide. J'ai ramassé le chèque. Je l'ai levé bien haut, pour qu'il puisse le voir clairement. Je l'ai déchiré en 2, puis en 4. J'ai laissé tomber les morceaux, semblables à des confettis, sur son steak à moitié mangé. Bon déjeuner, ai-je dit. Et garde ton appétit, parce que je te retrouverai en enfer. Je me suis tourné vers maman. Viens, maman. On s'en va. Cet endroit sent les ordures. J'ai aidé ma mère à se lever. Elle pleurait toujours, mais elle tenait mon bras fermement. Nous sommes sortis du Capital Grille la tête haute, laissant Tiffany hurler sur les serveurs pour avoir une serviette, et mon père assis dans un silence abasourdi, fixant les morceaux de papier déchirés, qui fondaient dans sa sauce à la viande. J'ai ressenti une poussée d'adrénaline, un élan victorieux. Mais alors que nous sortions dans l'air frais de l'après-midi, je ne savais pas que le stress de ce déjeuner avait déjà causé des dommages irréversibles. Je ne savais pas que la guerre que je venais de déclarer allait faire une victime avant même le coucher du soleil. Le trajet en taxi du Capital Grille jusqu'à la maison a été silencieux. Ma mère regardait par la fenêtre passager du taxi, le visage pâle, ses mains tremblant encore de l'adrénaline de la confrontation. Je pensais que le pire était passé. Je pensais que l'humiliation était l'arme. J'avais tort. L'humiliation n'était que la distraction.
La véritable arme était beaucoup plus silencieuse, et bien plus mortelle. Nous sommes rentrés à l'appartement vers 20 heures. Maman a dit qu'elle se sentait fatiguée. Elle s'est plainte d'une douleur sourde dans le bras gauche, et d'une raideur dans la mâchoire, mais elle l'a mis sur le compte du stress. J'ai juste besoin de dormir, Heidi, a-t-elle dit, traînant les pieds vers sa chambre. Ce déjeuner. Ça a pompé toute mon énergie. 10 minutes plus tard, j'ai entendu un grand bruit. J'ai couru dans le couloir. Maman était par terre, se serrant la poitrine, haletant comme un poisson hors de l'eau. Sa peau avait pris une teinte grise terrifiante. Maman, ai-je crié, glissant sur le sol pour me précipiter à ses côtés. Poitrine. Un éléphant assis dessus, a-t-elle râlé, les yeux écarquillés d'une terreur primaire. Je n'ai pas paniqué. La panique tue les gens. Ma formation de l'armée s'est activée instantanément. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai composé le 911. Urgence. Quel est votre emplacement? 3442 Oak Street, appartement 4B. Femme de 58 ans, suspicion d'arrêt cardiaque. Je commence la RCR, réanimation cardio-respiratoire. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur, et j'ai placé mes mains sur son sternum. Staying alive. C'est le rythme qu'ils vous apprennent. Poussez fort, poussez vite. J'ai pompé sa poitrine, comptant à voix haute, ignorant le craquement nauséabond du cartilage. Allez, maman. Reste avec moi. Ne t'avise pas de me quitter. Pas comme ça. Les sirènes ont déchiré l'air de la nuit, devenant de plus en plus fortes, jusqu'à noyer mon propre comptage. Puis sont venus les pas lourds des ambulanciers, les grésillements des radios, le flash chaotique des lumières rouges et bleues, rebondissant sur les murs bon marché de l'appartement. Ils l'ont chargé sur le brancard, l'ont branché à des moniteurs qui bipaient frénétiquement, et l'ont précipité dehors. J'ai sauté à l'arrière de l'ambulance, en lui tenant la main. Elle était glacée. Tiens bon, Martha, ai-je murmuré, pressant sa main contre ma joue. On va s'en sortir. Nous sommes arrivés à l'hôpital général du comté. Les urgences étaient un chaos. Un tourbillon de médecins hurlants, de machines bipantes, et cette odeur chimique piquante d'antiseptique, qui vous colle au fond de la gorge. Ils ont emmené maman en fauteuil roulant, derrière les doubles portes de l'unité de traumatologie. J'ai été arrêté par une infirmière. Madame, vous devez rester ici. Allez au bureau d'admission. Je suis resté là une seconde, regardant les portes se refermer, ravalant l'envie de forcer le passage. J'ai pris une grande inspiration, essuyé la sueur de mon front, et me suis dirigé vers le bureau de tri. La responsable de l'administration avait l'air fatiguée. Elle a tapé le nom de ma mère dans le système informatique. Green, Martha. Date de naissance, 12 juin 1966. D'accord. Elle a fixé l'écran. Elle a froncé les sourcils. Elle a tapé autre chose, a appuyé sur Entrée, et a froncé les sourcils encore plus. Elle a levé les yeux vers moi, son expression passant de l'ennui à la compassion. Mademoiselle Green, je suis désolé de vous dire ça, mais le système signale que son assurance est inactive. C'est impossible, ai-je dit, la voix tremblante. Elle est couverte par la police de mon père, Blue Cross Blue Shield. C'est un plan platine. Je vois le numéro de police ici, a dit la femme, tournant légèrement l'écran pour que je ne puisse pas voir les détails, mais il indique un changement de statut. Le titulaire principal, Robert Green, l'a retiré de la liste des personnes à charge, avec effet aujourd'hui. J'ai senti le sang déserter mon visage. À quelle heure? Elle a cliqué sur un onglet. L'horodatage de l'annulation est 17h02. Mes genoux ont failli céder. J'ai dû m'agripper au comptoir, pour me stabiliser. 17h02 c'était exactement 20 minutes après, que nous soyons sortis du restaurant. Il ne s'était pas contenté de se mettre en colère. Il n'était pas juste rentré chez lui pour boire. Il avait sorti son téléphone, appelé son courtier, et exécuté un ordre de mise à mort. Il savait que maman avait des antécédents d'hypertension. Il savait que le stress d'un divorce pouvait déclencher une crise de santé, et il avait délibérément, chirurgicalement, coupé sa ligne de vie. Aux États-Unis, les urgences sont tenues de vous stabiliser. Oui. Mais le traitement pour une crise cardiaque, le laboratoire de cathétérisme, les stents, les jours en soins intensifs, les médicaments, cela coûte des dizaines de milliers d'euros. Sans assurance,
une seule nuit à l'hôpital suffit pour ruiner une personne normale. Mon père venait de signer l'arrêt de mort financier de ma mère, alors qu'elle se battait pour sa propre vie. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. L'écran était fissuré, après que je l'ai fait tomber pendant la RCR. Le nom sur la notification indiquait Bob Green. Mes mains tremblaient tellement, que j'ai eu du mal à déverrouiller l'écran. J'ai ouvert le message. Tu vois, Heidi, c'est ça le monde réel. Sans moi, ta mère n'est rien. J'ai entendu l'ambulance. Bonne chance avec les factures d'hôpital. Si tu retires la plainte d'ici demain matin, je pourrais envisager de rétablir sa couverture. Ceci est une leçon sur le vrai pouvoir. J'ai fixé les mots. La cruauté était si absolue, si calculée, que ça ne semblait pas humain. Il n'était pas un père. Il n'était pas un mari. Il était un terroriste. Il prenait en otage le cœur battant de ma mère, pour sauver son compte en banque. J'ai levé les yeux, à travers la vitre de séparation de la salle d'attente. Je pouvais voir les médecins s'affairer autour de maman. Ils l'intubaient. Un tube descendait dans sa gorge pour respirer à sa place. Elle avait l'air si petite, si fragile. Si vous écoutez ça, et que votre sang bout en ce moment. Si vous croyez qu'utiliser la vie d'une femme malade comme moyen de pression est l'acte d'un monstre, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton j'aime. Laissez un commentaire disant « pas de pitié ». Si vous pensez que je devrais le faire tomber, j'ai besoin de savoir que vous me soutenez. J'ai serré mon téléphone. Je l'ai serré, jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, jusqu'à ce que la protection d'écran en verre se brise sous la pression de mon pouce. Mes larmes ont séché instantanément. La peur que j'avais ressentie dans l'ambulance s'est évaporée. À la place, un feu froid et sombre s'est allumé, au centre de ma poitrine. C'était le même sentiment que j'avais avant une patrouille de combat. Concentration, clarté, létalité. J'ai pensé au credo du soldat. Nous le récitions chaque matin lors de l'entraînement de base, jusqu'à ce qu'il soit gravé dans notre ADN. Je placerai toujours la mission en premier. Je n'accepterai jamais la défaite. Je n'abandonnerai jamais. Je n'abandonnerai jamais un camarade tombé au combat. Ma mère était mon camarade tombé au combat. Elle avait pris des balles pour moi, toute sa vie. Elle avait souffert de la faim, pour que je puisse manger. Et maintenant, elle était allongée sur cette table, à cause de tirs ennemis. D'accord, Bob, ai-je murmuré dans la salle d'attente vide, ma voix sonnant comme du gravier. Tu veux jouer à Dieu? Tu veux décider de qui vit et qui meurt, avec une signature? J'ai regardé le SMS une dernière fois, avant de faire une capture d'écran. Tu voulais une guerre, ai-je dit, mon reflet dans la vitre me renvoyant le regard, avec des yeux qui n'étaient plus ceux d'une fille, mais d'un soldat. Je vais amener la guerre à ta porte. Et cette fois, il n'y aura pas de prisonniers. J'ai rangé le téléphone. Je n'ai pas répondu. On ne négocie pas avec les terroristes. On les élimine. Le soleil ne s'était même pas complètement levé le lendemain matin, quand j'ai garé ma Jeep Wrangler sur le parking de la plus grande concession de voitures d'occasion du comté. Cette Jeep n'était pas juste un véhicule pour moi. C'était la première chose que j'avais achetée avec mes propres chèques de paie, après avoir obtenu mon diplôme de l'école des candidats officiers. C'était mon symbole d'indépendance. Elle avait de la boue sur les pneus, provenant de sentiers dans 3 États différents, et une bosse sur le pare-choc, due à un week-end amusant dans les Appalaches. C'était le seul endroit où je pouvais aller, pour échapper au bruit du monde. Mais là tout de suite, c'était juste un actif, un moyen de dégager des liquidités. Le vendeur, un type dans une chemise en polyester bon marché, qui sentait la cigarette et le désespoir, a tourné autour de la voiture, donnant des coups de pied dans les pneus. Il savait que j'étais pressé. Il pouvait sentir l'urgence émaner de moi. C'est un beau véhicule, a-t-il dit en se grattant le menton. Mais le marché est faible en ce moment. Le mieux que je puisse faire, c'est 12 000. Chèque de banque, aujourd'hui. C'était une offre dérisoire. C'était insultant. La Jeep en valait au moins 18, mais je n'avais pas le temps de marchander. Je n'avais pas le temps de la poster sur Craigslist, et d'attendre des acheteurs. Ma mère était allongée dans un lit d'hôpital, avec un service de facturation qui me soufflait dans le cou, exigeant un dépôt de garantie, pour poursuivre ses soins. Faites-le, ai-je dit, d'une voix plate. Préparez le chèque.
J'ai signé le transfert de propriété, sans un tremblement dans la main. En regardant un employé emmener ma Jeep vers la baie de nettoyage, j'ai ressenti une douleur aiguë dans la poitrine, un sentiment de perte. Mais je l'ai refoulé. Les biens matériels peuvent être remplacés. Les mères, non. J'ai pris le bus pour retourner à l'hôpital. Il était bondé, et sentait la laine mouillée et la sueur. Je me suis assise au fond, serrant le chèque de banque dans ma poche, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert Facebook. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être cherchais-je la douleur. Peut-être cherchais-je du carburant. Et il était là. Un nouveau message de Robert Greene. Horodaté d'il y a 2 heures. La photo le montrait debout, sur une pelouse verdoyante et bien entretenue, un club de golf à la main, avec des palmiers et l'océan étincelant en arrière-plan. Il portait un polo blanc et une visière, arborant ce large sourire de vendeur. Localisation, The Breaker Palm Beach, Floride. Légende, la belle vie. S'éloigner de l'énergie négative et des gens toxiques. Béni. Il jouait au golf. Pendant que son ex-femme gisait dans un service de cardiologie, branché à des machines, parce qu'il avait coupé son assurance. Il était en Floride, à frapper des balles, et à boire des Arnold Palmer. Il parlait d'énergie négative, tout en détruisant activement des vies. J'ai fixé son visage souriant, jusqu'à ce que l'écran se brouille. Profite du soleil, Bob, ai-je murmuré au téléphone, parce qu'une tempête arrive. Je n'ai pas mené cette bataille seul. Au moment où je suis retourné à l'hôpital, j'ai activé mon réseau. D'abord, j'ai appelé Gary. Gary était un ancien officier du renseignement de l'armée, avec qui j'avais servi. Il était maintenant détective privé, spécialisé dans l'investigation numérique. Je l'avais aidé à se sortir d'un pétrin juridique avec le ministère des anciens combattants, il y a quelques années, et il me devait une faveur. Gary, c'est Heidi. Je viens encaisser la faveur. Demande ce que tu veux, capitaine, a répondu sa voix éraillée instantanément. J'ai besoin d'yeux sur les Caïmans. J'ai une piste papier, qui mène à Blue Ocean Holdings. J'ai besoin de savoir qui sont les signataires. J'ai besoin de photos. J'ai besoin d'une preuve qui relie l'argent à une personne, pas seulement à une société écran. Considère que c'est fait, a dit Gary. J'ai un contact à Georgetown. Je vais déterrer la vérité. Je couvre tes arrières, Heidi. Je couvre tes arrières. C'est l'argot militaire pour dire, tu peux compter sur moi. C'était la première fois depuis des jours, que je me sentais en sécurité. Mais la véritable arme nucléaire, est arrivée 1 heure plus tard. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Est-ce Heidi Greene? La voix était féminine, âgée, et tremblante de nervosité. C'est elle. Heidi, c'est Barbara Wilson. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. J'étais la comptable en chef de l'entreprise de ton père. Avant qu'il ne me renvoie. Je me suis redressé, sur ma chaise d'hôpital inconfortable. Je me souviens de vous, Madame Wilson. Vous me donniez des biscuits, quand je visitais le bureau étant enfant. J'ai vu les nouvelles, a-t-elle dit, sa voix descendant à un murmure. J'ai vu le rôle du tribunal en ligne. Je sais ce qu'il fait à ta mère. Ce n'est pas juste. Ce n'est tout simplement pas juste. Elle s'est tue, prenant une inspiration saccadée. Il m'a viré il y a 2 ans, parce que je refusais de truquer les comptes. Il pensait que je n'étais qu'une vieille dame stupide, qui partirait sans faire de bruit. Mais Heidi, j'ai gardé une sauvegarde. J'ai les registres occultes, les vrais, pas ceux qu'ils montrent au fisc. J'ai senti les poils de mes bras se dresser. Ce n'était pas seulement un témoin. C'était une preuve irréfutable. C'était un coup direct. Madame Wilson, ai-je dit, d'une voix calme et intense. Pouvez-vous me les apporter aujourd'hui? Je suis en route. Pendant les 48 heures suivantes, la chambre 304 de l'hôpital général du comté est devenue ma salle de guerre. Ma mère s'endormait et se réveillait, le bip rythmique de son moniteur cardiaque, fournissant la bande sonore de notre opération. Madame Wilson est arrivée, avec un lourd sac en toile, rempli de disques durs et de classeurs. Nous avons travaillé comme un centre des opérations tactiques. Nous avons scotché des feuilles de calcul, sur les murs de la chambre d'hôpital.
Nous avons croisé les données de transfert bancaire que j'avais assignées, avec les registres internes de Madame Wilson. Le tableau qui s'est dessiné était stupéfiant. Ce n'était pas seulement la dissimulation d'actifs. C'était de l'évasion fiscale fédérale à grande échelle. Il blanchissait de l'argent, par le biais de projets immobiliers fantômes, qui n'avaient jamais vu le jour. Il payait des frais de conseil, à des entreprises qui n'existaient pas. Il détournait des fonds de l'entreprise, pour financer le style de vie de Tiffany, classant des colliers en diamant comme fourniture de bureau. Chaque page que nous tournions, était un clou de plus dans son cercueil juridique. J'ai cessé de le regarder comme mon père. C'était une cible. C'était une entité hostile, qui s'était livrée au terrorisme financier. J'ai rédigé mes plaidoiries finales. J'ai répété mes questions pour le contre-interrogatoire, devant le miroir de la salle de bain, pendant que les infirmières changeaient les fluides 4 de ma mère. Je me suis préparé à chaque mensonge, chaque déviation, chaque excuse qu'il pourrait utiliser. Je ne me préparais pas pour un procès. Je me préparais pour une exécution publique. La nuit précédant l'audience finale, la chambre d'hôpital était silencieuse. J'étais assise près de la fenêtre, polissant les boutons en laiton de mon uniforme de service de l'armée. Maman s'est agitée. Elle a ouvert les yeux, me regardant avec des orbites profondes et creusées. Elle avait l'air si fatiguée, mais la peur avait disparu. Heidi, a-t-elle dit d'une voix rauque. Tu n'es pas obligé de faire ça. J'ai peur, chérie. Il est puissant. Il connaît du monde. Je ne veux pas qu'il ruine ta carrière. J'ai posé mon chiffon de polissage. Je me suis approché, et j'ai pris sa main. Elle était plus chaude maintenant. Maman, ai-je dit doucement. Il n'a pas de pouvoir. Il a de l'argent. Il y a une différence. Et demain, tu ne baisseras plus jamais la tête devant lui. Nous allons tout reprendre, pas seulement l'argent. Nous allons reprendre ton honneur. Elle a serré faiblement ma main, et a fermé les yeux, me faisant confiance. Je me suis levé, et suis allé vers le petit placard, dans le coin de la pièce. J'ai sorti mon uniforme de classe A, la veste bleue foncée, la chemise blanche impeccable, les rayures dorées sur les manches. Je l'ai enfilé lentement, délibérément. J'ai attaché chaque bouton. J'ai ajusté ma cravate. J'ai épinglé ma rangée de rubans sur ma poitrine. Des médailles gagnées pour le service, pour l'excellence, pour avoir fait les choses difficiles, quand personne ne regardait. Je me suis placé devant le grand miroir, à l'arrière de la porte de la salle de bain. La femme qui me regardait, n'était pas le petit soldat de plomb inutile dont mon père se moquait. Elle n'était pas la petite fille, qui avait été rejetée parce qu'elle n'était pas un garçon. Elle était Dame Justice. Elle tenait une épée dans une main, et une balance dans l'autre. Et elle était prête à faire tomber le marteau. J'ai lissé le tissu sur mes épaules. J'ai vérifié ma montre. 6 heures. L'heure de la chasse a sonné, ai-je murmuré à mon reflet. J'ai attrapé l'épée dossier, contenant les registres de Madame Wilson, et les photos que Gary venait de m'envoyer par email depuis les Caïmans. Je suis sorti de la chambre d'hôpital, laissant ma mère dormir en sécurité, et j'ai marché vers les ascenseurs. Le cliquetis de mes chaussures cirées sur le lino, sonnait comme le tic-tac d'une horloge. Le temps de mon père venait de s'écouler. La séance est ouverte. L'honorable juge Harrison préside. La voix de l'huissier a résonné, signalant le début de la fin. J'ai regardé mon père se diriger vers la barre des témoins. Il ne marchait pas comme un homme faisant face à un jugement. Il marchait comme s'il se baladait sur un yacht. Il a ajusté sa cravate en soie, a lissé les revers de son costume Armani, et a fait un clin d'œil confiant à Tiffany, au premier rang. Elle a gloussé, levant le pouce. Il pensait avoir déjà gagné. Son avocat, un homme mielleux du nom de Monsieur Sterling, dont le sourire semblait avoir été acheté dans une concession discount, venait de terminer une présentation de 40 minutes. C'était une histoire ennuyeuse et pitoyable pour faire pleurer, sur la façon dont Green Construction souffrait de la volatilité du marché, affirmant que mon père survivait à peine, et n'avait aucun actif liquide à partager avec ma mère. C'était une bonne performance, mais c'était maintenant à mon tour. À vous, capitaine Green, a dit le juge, me regardant avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Je me suis levé. Je n'avais pas apporté une pile de papier. J'avais apporté une seule feuille fine, d'un bloc-notes juridique jaune. J'ai marché vers le podium,
posant mes mains sur le bois. Monsieur Green, ai-je commencé, ma voix faussement douce. Vous venez de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Est-ce exact? Je l'ai fait, a dit Bob, se penchant confortablement en arrière dans la chaise. Et vous avez déclaré à cette cour, sous peine de parjure, que l'affidavit financier que vous avez soumis, énumérant vos actifs totaux à moins de 100 000 euros, est exact et complet. Bob a souri, ce sourire condescendant qui me faisait me sentir si petite. C'est exact. L'économie a été dure, ma chérie. Je suis un citoyen respectueux des lois. J'ai déclaré tout ce que je possède. Clic, le piège était tendu. Il venait de commettre un parjure, officiellement enregistré. Je vois, ai-je dit, m'éloignant du podium. J'ai commencé à faire les 100 pas lentement, devant la barre des témoins, comme un requin encerclant un nageur, qui ne sait pas qu'il y a du sang dans l'eau. Alors, comment expliquez-vous votre emploi du temps de voyage, monsieur Green? Selon les relevés de carte de crédit de votre entreprise, vous avez visité Miami, en Floride, 12 fois au cours des 18 derniers mois. Bob a haussé les épaules. J'ai des partenaires commerciaux à Miami. Le réseautage, ça fait partie du travail. Le réseautage, ai-je répété. Et ces voyages étaient entièrement payés par l'entreprise. Vol en première classe, hôtel 5 étoiles. Bien sûr. Il faut dépenser de l'argent, pour gagner de l'argent. J'ai arrêté de marcher. J'ai regardé ma mère, qui était assise à la table de la défense, dans son vieux manteau. Donc, pendant que vous dépensiez de l'argent pour gagner de l'argent à Miami, êtes-vous conscient que votre femme utilisait des coupons, pour acheter du pain périmé à l'épicerie, parce que vous avez limité son allocation à 50 € par semaine? Bob a soupiré, levant les yeux au ciel de manière théâtrale, au profit du juge. C'est les affaires, Heidi. Tu es dans l'armée depuis trop longtemps. Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde de l'entreprise. C'est compliqué. La salle d'audience a murmuré. Même la sténographe a levé les yeux, dégoûtée par son ton. Le juge Harrison a froncé les sourcils. Il n'aimait pas qu'on lui parle de haut, et il n'aimait certainement pas que des témoins insultent des officiers militaires dans sa salle d'audience. Vous avez raison, monsieur Green, ai-je dit, ma voix se durcissant. Je ne comprends peut-être pas les affaires, comme vous le faites. Je suis retourné à ma table. J'ai pris le lourd classeur noir, celui qui contenait le travail de Madame Wilson et de Gary. Il faisait 8 cm d'épaisseur. Je me suis tourné vers lui. J'ai levé le classeur haut dans les airs, laissant les lumières du plafond accrocher la couverture en plastique. Puis, je l'ai abattu sur la rampe de la barre des témoins. Boum. Le son a été explosif. Il a résonné sur les hauts plafonds, comme un coup de feu. Bob a sursauté sur sa chaise. Tiffany a halté. Mais je comprends les crimes financiers, ai-je rugi. Votre honneur, je voudrais soumettre la pièce à conviction à, j'ai arraché la languette en velcro, et sorti une pile de documents agrandis. Ceci, ai-je dit en tenant la première page, est un relevé bancaire de la Cayman National Bank à Georgetown, Grand Cayman. C'est pour un compte détenu par une société écran, nommée Blue Ocean Holdings. Le visage de Bob est passé du rouge, à une pâleur cadavérique en une nanoseconde. Le sourire arrogant s'est simplement dissous. Et ceci, ai-je levé la deuxième page, est le document de constitution pour Blue Ocean Holdings. Monsieur Green, reconnaissez-vous la signature en bas? Je n'ai pas attendu sa réponse. Je me suis tourné vers le juge. La signature est datée du 14 mai, soit exactement 2 jours avant que Monsieur Green ne demande le divorce. Et ce même jour, un virement de 2,5 millions d'euros a été effectué sur ce compte. La salle d'audience a explosé. Les journalistes au dernier rang ont commencé à taper furieusement sur leurs ordinateurs portables. Objection. Monsieur Sterling s'est levé d'un bond, renversant son verre d'eau. C'est une embuscade. Nous n'avons pas vu ces documents. Asseyez-vous, maître, a aboyé le juge Harrison, frappant de son marteau. Objection rejetée. Continuez, capitaine. Je me suis penché vers le microphone, mes yeux verrouillés sur le visage terrifié de mon père. D'où venaient ces 2,5 millions, Bob? Venaient-ils du réseautage, ou venaient-ils du fonds de retraite conjoint 401K, que vous avez liquidé sans le consentement de votre femme, en falsifiant sa signature?
Bob a commencé à transpirer abondamment. Le maquillage onéreux qu'il portait pour les caméras a commencé à couler sur son front. Il a regardé autour de la pièce, cherchant une sortie, cherchant une bouée de sauvetage. Il a regardé Tiffany, mais elle reculait lentement, la main sur la bouche, le regardant comme s'il était un étranger. Je sais. C'est un malentendu, a balbutié Bob. Sa voix était aiguë et faible. Je déplaçais des fonds pour une optimisation fiscale. J'avais l'intention de. Tu avais l'intention de voler, les jeux coupés. Ma voix a rempli la pièce, froide et tranchante comme une baïonnette. Tu n'as pas seulement caché de l'argent, Bob. Tu as commis une évasion fiscale fédérale. Tu as commis une fraude électronique. Tu as commis un parjure, il y a 5 minutes, quand tu t'es assis sur cette chaise, et que tu as menti à cette cour. J'ai fait un pas de plus, violant son espace personnel, le dominant de toute ma hauteur. Et le pire, ce qui fait de toi un monstre, et pas seulement un criminel, hier, à 17h02, tu as annulé l'assurance maladie de ma mère, pendant qu'elle faisait un arrêt cardiaque. Tu as essayé de la tuer avec une feuille de calcul, parce qu'elle a osé demander sa juste part. Je n'ai pas, Bob tremblait maintenant. Il avait l'air petit. Il avait l'air pathétique. Est-ce vrai, a demandé le juge Harrison. Sa voix était calme, mais elle portait le poids d'une condamnation imminente. Il a regardé Bob par-dessus ses lunettes. Avez-vous annulé la couverture médicale de la défenderesse, pendant une urgence médicale? Bob a ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti. Il s'est affaissé sur sa chaise, vaincu. J'ai l'avis de résiliation juste ici, comme pièce à conviction B, ai-je dit, posant doucement le papier sur le bureau du juge, accompagné d'un SMS du plaignant se moquant de nous à ce sujet. Le juge Harrison a lu le SMS. Son visage a pris une teinte cramoisie profonde. Il a lentement fermé le dossier. Il a pris une profonde inspiration, et a regardé l'huissier, debout près de la porte. J'en ai assez entendu, a déclaré le juge. Cette cour conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le plaignant a commis plusieurs crimes, y compris le parjure et la dissipation des biens matrimoniaux. Je renvoie également cette affaire au procureur, pour une enquête sur la fraude à l'assurance et l'évasion fiscale. Il a frappé de son marteau. Cela sonnait comme un jugement divin. Monsieur Green, votre libération sous caution est révoquée. Vous êtes placé en détention immédiatement. Marshall, emmenez-le. 2 marshals américains en gilet tactique se sont avancés. Ils ne lui ont pas demandé de se lever. Ils l'ont attrapé par les bras, et l'ont soulevé de force. Bob m'a regardé, les yeux écarquillés par le choc. Heidi, s'il te plaît. Je suis ton père. Je suis resté au garde à vous, mon visage étant un masque de pierre. Tu n'es pas mon père, ai-je dit, ma voix stable. Tu es l'accusé. Le marshal l'a fait pivoter. Il a tiré les bras de Bob dans son dos. Clic, clic. Le cliquetis des menottes, se verrouillant autour de ses poignets, était le son le plus magnifique que j'ai jamais entendu. C'était le son du charme qui se rompait. C'était le son de la justice. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis Robert Greene. J'ai construit cette ville, a-t-il hurlé, alors qu'il le traînait vers la porte latérale, menant aux cellules de détention. Je me suis retourné, pour faire face à la salle. Tiffany avait disparu. Elle s'était précipitée par la porte arrière, au moment où les menottes étaient apparues. Ma mère était assise là, des larmes coulant sur son visage, mais elle souriait. Je me suis approché d'elle. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste saluée militairement. La guerre était finie. Nous avions gagné. Au moment où les menottes se sont refermées sur les poignets de mon père, l'illusion de pouvoir, qui maintenait son monde ensemble, s'est brisée instantanément. Et tout comme les raffuit un navire en train de couler, la première à sauter par-dessus bord, a été celle qui avait prétendu l'aimer le plus. Tiffany n'a pas couru vers la barre pour le réconforter. Elle n'a pas pleuré d'angoisse pour son fiancé bien-aimé. Au lieu de cela, elle s'est retournée, et a attrapé Monsieur Sterling, l'avocat de la défense hors de prix, par les revers de sa veste de costume. Que signifie saisie de bien, a-t-elle poussé un cri perçant, sa voix aiguë et paniquée. Et mon allocation? Et la maison de ville sur la 5e rue? L'acte de propriété est à mon nom. Monsieur Sterling a détaché ses mains de son costume,
la regardant avec une contrariété non dissimulée. Mademoiselle Miller, je vous en prie. La maison de ville a été achetée, avec des fonds qui font maintenant l'objet d'une enquête fédérale. Tout est gelé. La maison, les voitures, les comptes. Tout a disparu, jusqu'à ce que l'audit soit terminé. Le sang a quitté le visage de Tiffany. Elle a regardé l'avocat, puis a tourné son regard vers mon père, qui était actuellement en train d'être fouillé par les marshals américains. La réalisation l'a frappé comme un coup physique. Le distributeur de billets venait d'être débranché. Le ticket d'or avait été annulé. Elle a marché à grands pas vers l'endroit où les marshals tenaient Bob. Elle n'avait pas l'air triste. Elle avait l'air furieuse. « Espèce de vieux fou inutile », a-t-elle hurlé, pointant un doigt manucuré vers son visage. « Tu m'avais dit que tu gérais la situation. Tu m'avais dit que tu étais intouchable. Tu m'as menti. » « Tiffany, bébé, s'il te plaît », a supplié Bob, la voix brisée. « Je peux arranger ça. J'ai juste besoin. »« Tu ne peux rien arranger », a-t-elle crié. « J'ai gâché 2 ans de mes meilleures années avec toi. J'ai abandonné des contrats de mannequinat pour ça. Pour un criminel fauché. » Elle a attrapé sa main gauche avec sa main droite. Elle a arraché l'énorme bague de fiançailles en diamant de son doigt. Elle ne la lui a pas rendue. Elle l'a jetée. La bague a frappé Bob en pleine poitrine, rebondissant sur son revers Armani, et glissant sur le plancher en bois de la salle d'audience. « J'espère que tu vas pourrir », a-t-elle craché. Puis, sans un regard en arrière, elle s'est retournée et a couru. Le bruit de ses talons hauts, claquant frénétiquement contre les lattes du plancher, s'est estompé alors qu'elle franchissait les portes arrière. Elle fuyait l'homme qu'elle avait promis d'épouser, fuyait les décombres, désespérée de trouver un nouvel hôte, avant que ses propres factures n'arrivent à échéance. Mon père a regardé la porte se refermer, les épaules affaissées. La dévastation sur son visage ne concernait pas seulement l'arrestation. C'était la réalisation écrasante que toute sa vie, son amour, son statut, sa fierté, n'avaient été rien de plus qu'une transaction. J'ai tourné mon attention vers la personne qui comptait vraiment. « Viens, maman », ai-je dit doucement. J'ai aidé ma mère à se lever. Elle pleurait, mais ce n'étaient pas les larmes d'humiliation qu'elle avait versées au restaurant hier. C'étaient des larmes de libération. La tension, qui avait maintenu son corps rigide pendant des décennies, quittait enfin ses muscles. Nous sommes restés là, alors que les marshals commençaient à faire sortir mon père. Ils devaient le faire passer juste devant notre table, pour accéder aux cellules de détention. Le cortège a ralenti en s'approchant de nous. Bob s'est arrêté. Le marshal lui a donné un coup de coude pour continuer à avancer, mais Bob a planté ses pieds au sol. Il a regardé maman. Puis, il m'a regardé. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu le géant qui construisait des gratte-ciel. Je n'ai pas vu le tyran, qui contrôlait le foyer avec un chéquier. J'ai vu un petit homme grisonnant, dans un costume froissé, les mains liées dans le dos, terrifié par ce qui l'attendait. Il avait l'air vieux. « Heidi » a-t-il murmuré. Sa voix tremblait. Je ne pensais pas que tu pourrais le faire. Je ne pensais pas que tu avais ça en toi. Je l'ai regardé. J'ai senti une étrange émotion monter dans ma poitrine. Ce n'était pas de la haine. J'avais brûlé toute ma haine, au cours des 48 dernières heures. C'était de la pitié. J'ai levé la main, et j'ai ajusté le bord de ma casquette de service, m'assurant qu'elle était parfaitement droite. Je l'ai regardé dans les yeux, non pas comme une fille cherchant l'approbation, mais comme un officier s'adressant à un adversaire vaincu. « C'était ton erreur », ai-je dit calmement. « Tu as sous-estimé les femmes de la famille Green. Tu pensais que nous étions faibles, parce que nous étions gentilles. Tu as oublié que la gentillesse n'est pas un manque de cran. Je peux arranger ça », a-t-il balbutié, le désespoir s'installant. « Heidi, dis-leur que je suis ton père. » J'ai secoué la tête lentement. Mon père est mort il y a longtemps, le jour où il a choisi l'argent, au lieu de sa famille, ai-je dit. Tu n'es plus qu'un accusé maintenant. Adieu, Robert. J'ai utilisé son prénom. Cela a rompu le dernier fil qui nous reliait. Ses yeux se sont écarquillés, alors que le poids de ce rejet s'abattait sur lui. Le marshal lui a attrapé le bras. Allons-y, monsieur Green. Ils l'ont traîné au loin. J'ai regardé,
jusqu'à ce que la lourde porte en métal se referme avec un clic derrière eux, le scellant dans les ténèbres qu'il avait lui-même créées. Sortons d'ici, ai-je dit à maman. Nous avons descendu la longue allée centrale de la salle d'audience. J'ai poussé les doubles portes, et nous sommes sortis, sur les marches avant du palais de justice. Le soleil de l'après-midi nous a frappés instantanément, chaud et brillant. L'air sentait la pluie sur l'asphalte chaud, l'odeur d'un orage d'été, qui était enfin passé. Au-dessus de nous, le drapeau américain claquait au vent sur son mât, le rouge, le blanc et le bleu vibrant contre le ciel. Maman s'est arrêtée. Elle a fermé les yeux, et a pris une profonde inspiration frémissante. Elle a rempli ses poumons complètement, comme si elle respirait pour la première fois depuis 32 ans. C'est fini, a-t-elle chuchoté. C'est fini, maman, ai-je répondu. Elle s'est tournée, et m'a prise dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte douce. C'était une étreinte désespérée, à briser les os. Elle a enfoui son visage, dans l'épaule de mon uniforme, et a sangloté. Merci, Heidi. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as vraiment sauvé la vie. Je l'ai tenue fort, regardant le parking. J'ai caressé ses cheveux. Je suis là, maman. Je serai toujours là pour toi. Nous avions gagné. Maman obtiendrait la moitié des véritables actifs, ceux que nous avions découverts. Elle serait en sécurité. Elle serait à l'abri. Mais alors que je me tenais là, j'ai ressenti une douleur creuse, au centre de ma poitrine. Il n'y a pas de joie à envoyer son propre père en prison. Il n'y a pas de célébration à détruire son arbre généalogique, même si les racines sont pourries. La justice avait été rendue, mais la justice est une médecine amère. Elle a le goût du sang et des regrets. C'était nécessaire. Absolument nécessaire. Mais ça a laissé une cicatrice, que je savais devoir porter pour le reste de ma vie. Capitaine Green. Capitaine Green. Une voix appelée du bas des marches. C'était Monsieur Sterling, l'avocat de Bob. Il courait vers nous au petit trot, en sueur, sa cravate desserrée. Attendez, a-t-il haleté. Écoutez, mon client. Il est prêt à parler. Peut-être pouvons-nous conclure un accord, avant que le procureur ne s'implique. Si vous abandonnez les charges de fraude, il peut signer la cession de la propriété en Floride, immédiatement. Ne soyons pas hâtifs, n'est-ce pas? C'est la famille. J'ai lâché maman, et je me suis placé devant elle. J'ai regardé en bas des escaliers, vers l'homme qui, hier encore, mangeait son steak, pendant que ma mère était humiliée. La famille, ai-je répété, ma voix glaciale. Hier, vous l'avez regardé jeter un chèque à ma mère, comme si elle était une mendiante. Vous ne parliez pas de famille à ce moment-là. C'était juste de la stratégie, a balbutié Sterling. Gardez votre stratégie pour le tribunal pénal, maître, ai-je dit. Vous ne négociez plus avec une fille. Vous négociez avec la machinerie implacable du gouvernement fédéral. Mes preuves sont déjà entre les mains du procureur. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a que la loi. Je me suis détourné de lui, le congédiant complètement. J'ai regardé maman. Notre chauffeur est là. J'ai fait signe à un taxi jaune, qui tournait au ralenti près du trottoir. Ma Jeep avait disparu, vendue à un étranger. La Ford de maman était morte dans l'allée. Nous ne possédions pas de voiture à nous deux en ce moment, mais en ouvrant la porte du taxi pour elle, je me sentais plus riche que je ne l'avais jamais été de ma vie. Pour vous deux, mesdames, a demandé le chauffeur de taxi, alors que nous nous glissions sur la banquette arrière. Maman m'a regardé. Je ne sais pas. Où allons-nous maintenant? J'ai souri. C'était le premier sourire sincère, que j'avais senti sur mon visage depuis des jours. D'abord, ai-je dit, m'adossant au siège. Nous allons dans un restaurant grill, un bon, et nous allons commander les plus gros steaks du menu, et nous allons payer le prix fort. Pas de coupons, pas de partage. Maman a ri, un son humide et rempli de larmes. Et ensuite, a-t-elle demandé. Et ensuite, ai-je dit en lui prenant la main, nous allons te trouver une nouvelle maison. Un endroit avec un jardin. Un endroit qui sent les fleurs, pas la graisse. Un endroit rempli de respect. Chauffeur, ai-je dit, emmenez-nous au centre-ville. Le taxi s'est éloigné du trottoir, laissant le palais de justice, l'avocat, et mon père dans le rétroviseur. Nous nous sommes insérés dans la circulation, allant de l'avant,
conduisant droit vers le reste de nos vies. 6 mois ont passé depuis que le marteau est tombé. Je conduisais ma voiture de location, sur une route de gravier sinueuse, à la périphérie de la ville. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les chênes, projetant des ombres tachetées sur le tableau de bord. Je ne conduisais pas vers un palais de justice, ou un hôpital aujourd'hui. Je conduisais vers la paix. Je me suis garé dans l'allée d'un petit cottage blanc à clin. Ce n'était pas un manoir. Il n'y avait pas de sol en marbre, ou de garage pour 3 voitures, mais il avait un grand porche accueillant, et un jardin qui explosait de couleurs. Des roses et jaunes grimpaient sur le treillis près de la porte d'entrée. Des hortensias courbaient leurs lourdes têtes bleues, le long de l'allée. Pendant 20 ans, mon père avait interdit à maman de planter un jardin comme celui-ci. Il disait que ça faisait désordonné et campagnard. Il voulait des pelouses soignées, qui ressemblaient à des terrains de golf. Maintenant, l'air sentait le doux nectar et la terre humide. Il sentait la liberté. La porte moustiquaire a grincé en s'ouvrant, et ma mère est sortie. J'ai vraiment dû cligner des yeux une seconde. La femme qui se tenait sur le porche ne ressemblait pas à la victime terrifiée, au visage grisâtre, que j'avais défendue au tribunal. Elle paraissait 10 ans plus jeune. Elle portait une robe à fleurs jaune vif, qui épousait sa silhouette, et ses cheveux, d'habitude tirés en arrière dans un chignon sévère, étaient détachés et tombaient doucement sur ses épaules. Heidi, a-t-elle appelé, en agitant une petite pelle de jardinage. Elle s'est dépêchée de descendre les marches, bougeant avec une légèreté que je n'avais pas vue depuis mon enfance. Elle m'a serré dans ses bras, sentant la crème solaire et le savon à la lavande. « Regarde-toi, maman », ai-je dit, me reculant pour l'admirer. « Tu rayonnes. »« Je me sens bien, chérie », a-t-elle rayonné. « Vraiment. Les dames du club de jardinage viennent demain, alors je dois arracher ces mauvaises herbes. Et jeudi, je vais faire de la danse de salon, au centre communautaire. Tu le crois, ça? Mes pieds se souviennent encore des pas, elle a ri, et c'était un rire sincère, à gorge déployée. Elle avait retrouvé la Martha qu'elle était avant que l'argent et la misère ne l'enterrent. Nous nous sommes assises sur le porche, dans des chaises à bascule en osier, buvant de grands verres de thé glacé, avec des rondelles de citron. Les carillons éoliens tintaient doucement dans la brise. C'était le genre d'après-midi tranquille, que l'argent ne peut acheter. « As-tu eu des nouvelles ?» ai-je demandé, regardant la glace fondre dans mon verre. Le sourire de maman s'est légèrement estompé, remplacé par un regard d'acceptation calme. « J'ai reçu une lettre hier, de l'institution correctionnelle fédérale. Mon père avait été condamné à 5 ans de prison, pour évasion fiscale et fraude électronique. Le fisc avait tout saisi, la Porsche, la maison, les comptes. Même le nom de l'entreprise avait été liquidé, pour rembourser les créanciers. Quant à Tiffany, elle avait disparu avant même que l'encre du mandat d'arrêt ne soit sèche. La rumeur disait qu'elle vivait à Miami, avec un propriétaire de concession automobile, qui avait le double de son âge. Maman a plongé la main dans sa poche, et a sorti une enveloppe blanche ordinaire, estampillée du sceau d'inspection de la prison. Il m'a écrit, a-t-elle dit doucement. J'ai pris la lettre. L'écriture était tremblante, dépouillée de son arrogance habituelle. Martha, j'ai beaucoup de temps pour réfléchir ici. Je réalise maintenant, que je poursuivais un fantôme. Je pensais que l'argent faisait de moi un homme. Je pensais que ça me rendait invincible. Mais, assis dans cette cellule, je réalise que je suis l'homme le plus pauvre de la Terre. J'ai perdu les 2 seules personnes, qui m'aimaient vraiment pour ce que j'étais. Je suis tellement désolé. J'ai plié la lettre, et je la lui ai rendue. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Maman a regardé ses rosiers. Elle a pris une gorgée de thé. Ça me rend triste pour lui, a-t-elle dit. Mais je lui pardonne, Heidi. Je l'ai regardée, surprise. Après tout ce qu'il a fait? Après l'assurance, les insultes? Je ne lui pardonne pas parce qu'il le mérite, a-t-elle dit, se tournant pour me regarder, avec des yeux clairs et forts. Je lui pardonne, parce que je mérite la paix. S'accrocher à la haine, c'est comme boire du poison, en s'attendant à ce que l'autre personne meure. J'ai fini de boire du poison. J'ai une vie à vivre. Je l'ai fixée avec admiration. J'avais passé des années à m'entraîner pour la guerre, apprenant comment détruire des ennemis. Mais ma mère, avec ses mains douces et sa robe à fleurs, avait maîtrisé la bataille la plus difficile de toutes, la bataille pour sa propre âme.
J'ai regardé vers la chaise, où mon uniforme de service de l'armée était suspendu à un cintre. Mes sacs étaient emballés dans la voiture. Je pars demain à 6 heures, ai-je dit. Mes ordres pour l'Allemagne sont arrivés. Je serai stationné à Stuttgart pendant 3 ans. Je sais, a dit maman, les yeux devenant un peu humides. Tu vas me manquer, mais tu as un travail à faire. Je me suis levé, et je me suis dirigé vers mon uniforme. J'ai passé mes doigts sur le tissu. Tu sais, maman, ai-je dit d'un ton pensif, en grandissant, papa me disait toujours que notre héritage, c'était l'entreprise. Il disait que l'héritage, c'était les bâtiments, le béton et les comptes en banque. Il pensait que, comme je ne voulais pas ça, j'étais un échec. Je me suis tourné vers elle. Mais il avait tort. Il a laissé un héritage de décombres et de honte. Mais toi, tu as commencé avec rien. Tu as fait des doubles services. Tu t'es sacrifié. Et tu as élevé une fille qui connaît la différence entre le bien et le mal. J'ai eu la gorge nouée, la voix serrée. J'avais l'habitude d'avoir honte que nous soyons pauvres. Mais aujourd'hui, je suis plus fier d'être la fille d'une serveuse, que la fille d'un millionnaire. Ta résilience est mon héritage, maman. C'est ça, le véritable héritage. Le soleil a commencé à plonger sous l'horizon, peignant le ciel dans des tons de violet et d'or. Les grillons ont entamé leur cœur du soir. Il était temps de partir. Je me suis levé et j'ai mis ma coiffe, mon chapeau d'uniforme. J'ai lissé ma chemise. Maman s'est levée aussi. Elle avait l'air petite à côté de moi, mais son esprit remplissait tout le porche. « Fais attention à toi là-bas, Heidi » a-t-elle murmuré, prenant mon visage en coupe dans ses mains. « Fais-toi respecter. »« Je le ferai, ai-je promis. »« Et toi, continue de danser. » J'ai descendu les marches vers l'allée en gravier. J'ai ouvert la portière de la voiture, mais avant de monter, je me suis retourné. Maman se tenait sur le porche, encadrée par les roses grimpantes, baignée dans la lumière dorée du soleil couchant. Elle n'était pas une victime. Elle n'était pas une femme de départ. Elle était une survivante. Elle était la reine de son propre château. Je me suis tenu droite. J'ai joint les talons. J'ai levé ma main droite jusqu'au bord de mon chapeau, dans un salut militaire lent, net et cérémoniel. Ce n'était pas un salut pour un officier supérieur. C'était un salut pour la guerrière la plus courageuse, que j'ai jamais connue. Maman a souri, des larmes coulant sur son visage, et a agité la main. J'ai souri en retour, j'ai baissé la main, et je suis monté dans la voiture. J'ai démarré le moteur, et j'ai reculé pour sortir de l'allée. En m'éloignant, regardant sa silhouette devenir de plus en plus petite dans le rétroviseur, jusqu'à ce qu'elle disparaisse au tournant, je ne me sentais plus lourde. La guerre était finie. Le front intérieur était sécurisé. J'ai engagé la voiture sur la route principale, me dirigeant vers l'aéroport, vers l'Allemagne, vers l'avenir. Mission accomplie. En repensant à ce parcours, j'ai réalisé que la plus grande erreur de mon père n'était pas la fraude. C'était sa définition de la richesse. Il croyait que le pouvoir venait du contrôle des autres, et de l'accumulation de biens. Mais voir ma mère s'épanouir dans la soixantaine, m'a appris la vraie vérité. Le vrai pouvoir, c'est le courage de s'éloigner de ce qui vous blesse. Peu importe à quel point l'inconnu peut sembler effrayant, il n'est jamais trop tard pour réécrire votre histoire. Vous n'êtes pas défini par les cicatrices de votre passé, ou par le solde de votre compte en banque. Vous êtes défini par votre résilience. Si vous vous accrochez à un passé douloureux, que ceci soit votre signe. Vous êtes assez fort pour lâcher prise, et planter votre propre jardin. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà dû tenir tête à un membre de votre famille, pour protéger votre paix, ou défendre un être cher? C'est la bataille la plus difficile à mener, mais parfois, c'est la plus nécessaire. Si vous avez aimé regarder la justice être rendue aujourd'hui, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton j'aime, et abonnez-vous à notre chaîne. Cela nous aide vraiment à partager plus d'histoires de vérité et de triomphe. Et faites-moi une faveur, laissez un commentaire ci-dessous en disant « Nouveau départ », si vous pensez que la meilleure des vengeances est simplement de vivre une vie heureuse et saine. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts, et prenez soin de vous.